Yo mec, Yo comment Tom, tu vas? bah la forme et toi? Bah oui, ça va, hein. Trop content que Ravi tu de sois là. Bah pareil, ravi d'être de l'autre côté et ravi d'être, tu sais que c'est mon premier podcast en tant qu'invité mec, je te le dis. Ah ouais? Tu cet honneur, on va dire. Bien. Deux hommes de l'ombre du coup qui se rencontrent, si 2 je hommes puis de dire. l'ombre qui se rencontrent, exactement, des Batman. Ça me fait plaisir. Alors on va parler de plein de sujets, mais notamment, je pense d'un sujet commun qui est le marketing. Hem, bon, ça peut, je dis pas que ça va être le cas, mais ça peut tirer à balles réelles. On verra selon les sujets. On verra, selon notre humeur du moment. En ce moment, je me fais pas trop cibler par, des pubs de marketeurs un peu trop, on va dire hasardeuses. Je suis pas très remonté. Mais on verra. Peut-être que toi, tu vois des trucs passer et du coup, ça me chauffera. Là, en ce moment, c'est vraiment, Claude, mais on peut en parler parce que c'est une sorte de marketing, de tout C'est ce qui vrai, se passe sur la vibe, c'est vrai, de c'est vrai. Claude. OK, bah, écoute, on va commencer par le début et en fait, je me suis dit: «Je vais pas te dire, "Qui es-tu? Présente-toi"». Tu sais ce que j'ai fait? Dommage. Le ringard, je suis parti sur Google et j'ai tapé Antoine et j'ai mis le nom de famille et là, je suis tombé sur plusieurs trucs et tu vas me dire si ça correspond un petit peu à ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'en fait, on garde des traces quand même sur internet. Incroyable ça, putain. Ça, je m'y attendais pas, tu vois? Là, tu as dû tomber sur des sur des trucs. Ouais, je vais rester soft. Ceux qui voudront aller vraiment chercher, les petits pirates, ils pourront le faire. Je vais rester assez soft sur cette première. J'ai vu associé, j'ai vu entrepreneur, marketing/CMO. J'ai vu par contre coach sportif, donc ça on pourra en reparler et sportif, semi haut level, ça aussi je pense qu'on pourra en discuter et ouais, tu es présent du coup sur, pas mal de plateformes même si tu es quand même un homme de l'ombre et après j'ai posé la même question, tu vois, à ChatGPT. Non, Claude, je sais plus lequel d'ailleurs et il a confirmé, du les mots-clés là, dont je t'ai sorti et il OK. m'a sorti il a aussi un profil assez entrepreneur plus performance sportive. Ancien profil athlète triathlon, créateur de contenu et il touche tout ce qui est à la santé et le dev perso. C'est vrai, en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, Est-ce qu'il est à c'est pas jour? mal. Putain. Comme quoi, faut faire attention à ce qu'on écrit sur internet. De ouf et encore là, je suis pas allé, chercher la petite faille pour voir ce que tu avais publié il y a 10 ans, heu, sur tel, réseau de Twitter à l'ancienne et tout, Ouais, mais c'est mon Twitter, je me rappelle à l'époque, j'avais fait un tour quand j'ai commencé à créer du contenu. C'est une époque où je créais du contenu et j'avais tout supprimé parce qu'en vrai, Twitter, si tu remontes sur Twitter, à l'époque de tes, 10-15 ans, je pense que vaut mieux pas regarder ce qui s'y disait. de ouf. Mmh. Toi, Tu tu es à sur quelle Twitter? année toi déjà? 97. Ah oui, tu es plus jeune, pardon. Ah, je Tu me es plus suis jeune, dit: tu es plus jeune. «Putain, genre, tu plus jeune que moi». Attends, parce que du coup, moi, j'ai quel âge? J'ai 34, tu as 29 là? Ouais, toi dans 11 jours. OK, OK. Parce que je me dis Twitter à 14-15 ans, moi, j'avais pas encore ça, hein. C'était Non, un peu plus vieux. c'est vrai. OK, du coup, ouais, ça m'a surpris. En fait, tu m'en avais déjà parlé, mais ça m'a surpris du coup de le voir. Donc avant de passer sur du marketing, tu as été, coach sportif. Antoine, un coach sportif qui s'implique. Ça date de 2020 ou peut-être avant. Donc je veux bien avoir un peu ton historique là-dessus, quoi. Ça doit être un article de Fitadium, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est Ouais, ça. C'est ça. Waouh, bah, alors là, mec, tu remontes, dans mes débuts de l'entrepreneuriat, en fait. Moi, faut savoir que de base, ouais, je suis coach sportif de formation. C'est-à-dire que j'ai fait une, licence TAPS. Alors en réalité, j'ai que le DOG, donc les 2 premières années en tant que dans l'entraînement sportif, ce qui te permet d'avoir une carte pro en tant que coach et après j'ai basculé ma licence, sur une licence en management, du sport. Mais ouais, de base, je suis coach sportif et en fait, ma première aventure entrepreneuriale, alors ma première, c'en était une autre encore. Ma première vraie aventure entrepreneuriale, c'était d'être coach sportif. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai commencé à créer du contenu en ligne, pour vendre mes services de coaching sportif, heu, en ligne et en présentiel. Voilà. tu avais déjà appris ça à l'école ou c'est toi, tu avais déjà ce mindset de dire: «Faut que je me connaisse, que je me fasse connaître sur les réseaux»? Pas du tout, en fait, à ce moment-là, je voulais, tu vois, j'avais cette idée de pouvoir faire du coaching, à distance parce que je voulais cette liberté. C'est un truc qui m'a toujours beaucoup, drivé, la liberté et et en fait, je voulais pas être juste coach en présentiel et du coup, je me suis dit: «Bah, comment je fais?» Tu vois? Moi, coacher en salle, jamais coaché en salle ou quoi que ce soit. C'était vraiment du one one ou ce genre de choses. J'en ai fait un tout petit peu, j'ai très vite arrêté
Et en fait, bah, direct, je me suis dit: «Si je veux me créer cette liberté, il faut que je me crée une audience». À cette époque-là, c'était très, très, à la mode, tu vois, le milieu du fitness. Bien plus qu'aujourd'hui, je trouve, même si aujourd'hui, de plus en plus de personnes en font et cetera. Mais à l'époque, c'était vraiment le début, quoi, les premiers influenceurs fitness et cetera, ce genre de choses. Donc les premières personnes qui commençaient à gagner leur vie en ligne grâce au coaching et je voulais faire pareil. Donc j'ai découvert ça un petit peu par la petite porte, on va dire, en me disant, je voyais des gars comme, alors ça n'a rien à voir avec le domaine du coaching sportif, mais des gars comme David Laroche, il y avait Anthony Nevo à l'époque, des gars qui Ouais. s'appelaient Cédric Anissette, il y avait aussi plein de mecs dans l'immobilier et cetera qui vendaient de la formation en ligne et je me suis dit: «Putain, ces mecs-là, là, ils font de l'argent. Eux, ils font de l'argent, ça se voit. Ils ont compris un truc que moi j'ai pas compris». J'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans, donc voilà. Je veux faire pareil et comment je fais, tu vois? Et j'ai commencé un peu à analyser ce qu'ils faisaient, créer dans leur tunnel de vente et cetera et puis à essayer de l'appliquer de mon côté, bah, pour mon activité de coaching sportif. Donc j'ai créé du contenu sur Insta, sur YouTube. J'ai passé des mois sur un truc que je recommande évidemment à toutes les personnes qui se lancent aujourd'hui, créer un site web, À base, créer mon logo, créer mon truc, machin. J'ai passé des mois dessus, je carte me de rappelle, j'ai visite. essayé de bidouiller sur WordPress et tout alors qu'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, tu vois, tu regardes ça, déjà à l'époque, c'était dépassé, mais alors là, aujourd'hui, ça l'est encore plus et du coup, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme ça au début. OK, intéressant. Ça a duré combien de temps à peu près cette période-là? Parce qu'en plus tu parlais de 2020, donc c'est un peu période Covid. Il y a un peu Heu, l'explosion du digital et tout ça, mais toi après, comment t'as réussi et c'est quoi finalement? Est-ce que tu as eu des échecs ou des réussites par rapport à ce domaine-là? l'échec. Ah ouais? En vrai, c'était échec, sur échec. Hem, Bah, évidemment, je passe des mois à créer un site web, sans pouvoir ramener du trafic dessus. Qui si tu voulais qu'il y avait 15 000 offres, des trucs dans tous les sens et tout. J'avais pensé à faire tous mes leads magnets, mes trucs, mes machins. Je lance mon site web, bah, tu as 3 personnes dessus, quoi. Ta mère, ton frère, et un pote qui est là pour te soutenir Mmh. et du coup, bah, à ce moment-là, tu vois, ça hop, 0 € qui rentre. Donc après, après ça, en gros, j'ai commencé à faire de la pub Facebook. Je me suis formé là-dessus. Donc j'ai lancé mes premières pubs et là, en fait, j'ai fait 2 ventes, je me rappelle à l'époque. J'étais pas rentable, mais j'ai fait 2 ventes quand même, de gens que je connaissais Et absolument pas. OK. Ouais, dis-moi? Vraiment trafic froid, Trafic froid, 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 mais dans ma tête, genre, j'allais devenir millionnaire. c'était le petit Genre, déclic un peu? non mais dans ma tête non mais avant ça, avant de faire mes 2 ventes. C'est-à-dire que je voyais le système, je me dis: «Mais attends, en fait, la pub Facebook, j'investis tant, heu, taux de conversion, machin», je fais tous mes calculs. Je me dis: «En fait, si j'investis tant, ça va me rapporter tant avec le prix de vente, machin truc. Dans 6 mois, je suis millionnaire». Et puis, bah, là, en 2 semaines, tu as 2 ventes qui se font. Alors, j'avais dépensé, 350 €, tu vois? Et c'était des ventes à 100 balles. Du coup, j'ai dû gratter, 200 €, mais j'étais en perte. Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, j'ai pas craqué le truc. Par contre, c'est vraiment possible de faire payer des inconnus qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, de nulle part, qui m'achètent un truc et en ligne via de la pub Facebook». Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser ensuite, à la création de contenu. Me dire: «OK, il faut que je me crée une communauté, parce que c'est ça qui est le plus important. Il faut que je crée une relation avec mon audience et cetera». Donc je suis reparti dans un autre process, à commencer à créer du contenu sur Insta, sur YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. J'ai fait des podcasts aussi, tout en Sous sous je faisais mon ton personal branding? C'était ouais, via ton ouais, nom? exactement, ah non mec, va pas sur YouTube, s'il te plaît. Je te vois là avec ton petit air. Je me suis dit: «Attends, on va aller checker ça». Et et en fait, bah, après ça, du coup, j'ai commencé à créer du contenu et cetera et je commençais à faire un petit peu d'affiliation. À l'époque, je faisais un petit peu d'affiliation. Je me rappelle, j'avais fait quelques affis avec, Antoine Fonbonne, je sais pas si tu connais? Qui Fédar qui est était dans la niche aussi, sportive. exactement, exactement. Et en fait, après ça, ça faisait 1 an, 1 an et demi à peu près que je m'étais lancé. Donc on arrive justement en 2020, Covid, je charbonne pendant le Covid et à la fin du Covid, en fait, je me dis: «Bah, là, en fait, il y avait plus d'argent sur le compte». Mais vraiment plus, genre, je sais pas l'histoire du marketeur à la con qui te raconte qu'il est parti de zéro machin. Genre vraiment, il me restait, 300 €, je crois, un truc comme ça, que j'avais économisé de, mes jobs d'été avant, parce que j'ai jamais travaillé, en dehors de ça.
Et voilà, juste les jobs d'été. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'aider. Heureusement, je vivais chez eux. Mais tu vois? Et donc à ce moment-là, en fait, je me dis: «Mais en fait, là, on arrive fin août, donc fin août 2020, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais?» Et c'est là où après, j'ai fait le switch, de passer du côté marketeur et d'accompagner des gens parce qu'en fait, j'avais les compétences, simplement j'avais pas l'audience. En tout cas, c'est l'analyse que j'avais fait à l'époque et je suis plutôt, d'accord avec cette analyse-là aujourd'hui, en prenant du recul et du coup, je me suis passé de l'autre côté et j'ai trouvé ma première cliente. Je me suis dit: «Mec, faut que tu joues ta vie là». Parce que Souvent là, le premier er tu donnes tout, quoi. le 1er. Et je remercie, c'était Amandine, Léger à l'époque, French Fitness Lab, à l'époque encore, parce qu'elle avait un autre pseudo et je lui remercie de m'avoir fait confiance, parce qu'en vrai j'étais personne, Gros big up à elle. de fou et en fait, derrière on met en place des choses et ça fonctionne et là, je me dis: «Waouh, incroyable» et Ouais, donc parce ça qu'au part final, tu de là. avais pas de connaissances ni de compétences, marketing jusqu'à présent, quoi. C'est en ayant itéré, testé Exactement. que Alors par contre, j'avais acheté une balle de formation, tu vois? J'avais ouais, mais acheté c'était une balle de l'époque, tu formation, consommais tout, ouais. c'est ça, je consommais tout, je m'arrêtais pas et en fait, moi, j'ai toujours fait ça, je le fais un peu moins maintenant, mais je m'inscrivais à tous les Lean Magnet que je trouvais. Toutes les pubs que je voyais, machin. Je m'inscrivais à tout, je regardais tout. Toutes les séquences mail, les trucs, ah comment ils font pour vendre? J'ai toujours eu cette curiosité. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu, relativement bon dans ce que je fais parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette curiosité de me dire: «OK, qu'est-ce que font les gens? Comment ils vendent?» Essayer de comprendre et de formation, tu vois, j'avais pas, ce truc-là. Par contre, depuis, je me suis vraiment découvert cette vocation pour l'analyse, tu vois? Pour essayer de comprendre les stratégies et les dessous d'un business et c'est ce qui a fait qu'ensuite j'ai pu construire, dessus étape par étape, quoi. Voilà. Ouais, trop bien. Mais je crois Juste avant que, de on a un parcours un petit peu similaire là-dessus, il me semble. ouais, ouais, c'est sûr. De toute façon, il y a des appétences et des on va dire dispositifs, cognitifs qui se ressemblent et notamment la recherche toujours à chercher la stratégie, la compréhension du marché, mais aussi des stratégies marketing qui fait que tu es bon ou pas de manière globale dans le marketing, quoi. Moi, la question qui me vient là en t'entendant en parler, c'est que, quand on se lance dans une nouvelle activité comme ça, tu l'as dit, hein, tu as tout poncé, tu as tout bombardé. Hem, il y a quand même un autre mot-clé qui est ressorti, c'était, quand même un grand sportif. Comment à cette époque tu as réussi justement à faire les 2? Parce que, tu as fait des compètes et tout, là, je crois que tu en refais. Comment tu as réussi à allier justement le sport qui est ultra bénéfice, tu vois? Bénéfique pour la santé et tout et en même temps un truc très digital, très obscur où tu as vraiment très peu de recul sur, les possibilités si ce n'est, 3-4 marketeurs qui disent que tu peux être millionnaire. Comment tu as su gérer ça? C'est simple, j'ai pas su le gérer. OK. En vrai, j'ai explosé. C'est-à-dire que la première année, tu vois, où justement, je me mets à fond là-dedans, en fait, à côté, moi, mon rêve, c'était d'aller aux JO. Voilà, alors je suis très loin, d'avoir eu le niveau pour aller aux JO, on est d'accord. Si jamais il y a des sportifs de haut niveau qui sont ici, ils rigoleront. Mais en tout cas, c'était mon rêve quand j'étais jeune. Je me suis énormément blessé. En fait, il y a une année, donc l'année où j'arrête mes études, en fait, à ce moment-là, j'avais un contrat avec mon club, un petit contrat de service civique, qui me permettait de faire des petites missions pour le club et de m'entraîner, à côté pleinement pour l'athlé et en fait, je me suis dit: «Je donne tout cette année-là, pas de blessure, rien du tout. Le but, c'est d'arriver à mon plus haut niveau de performance. Si je vois que je suis capable de m'approcher du haut niveau, je continue, sinon j'arrête». Sauf que la même année, du coup, rattrapé quand même par, cette ambition, tu vois, de créer mes projets, je me lance dans l'entrepreneuriat et en fait, ça a fini comment? Je m'entraînais 10 fois par semaine. Je travaillais comme un porc. Je dormais, très, très peu les nuits parce que, je voulais travailler et développer mon business et à un moment, il y a tout qui a pété. C'est-à-dire que physiquement, je suis tombé vraiment au plus bas. J'ai fait un surentraînement et je pensais pas que c'était possible. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de burn-out ou ce genre de choses. Là, c'était pas vraiment un burn-out psychologique, mais on va dire que c'est mon corps qui m'a dit: «Stop». Mmh. Vraiment, j'étais plus capable de rien. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté le sport. Enfin, j'ai jamais arrêté le sport. J'ai arrêté la pratique, La compétitive. compète, ouais, OK. Exactement et c'est là seulement depuis, 2-3 ans que j'ai repris, parce que ça me manquait
Et tu vois, là, aujourd'hui, cette année, bah, je me rentraîne correctement pour l'athlé et je suis très, très proche de mon record, alors que j'ai 10 ans de plus. Et 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 j'arrive à performer, là, actuellement, j'arrive à performer et j'ai trouvé mon équilibre et voilà et en fait, ça, c'est trop kiffant et tu vois, mais vraiment, là, je suis meilleur que la dernière année où j'avais mis tout entre parenthèses ouais, et où j'avais tout mais en fait, mon corps, il pouvait plus. Donc ouais. voilà, ça a mis du temps quand même à revenir. Ça a mis du temps, mais du coup, je kiffe et du coup, là, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à trouver l'équilibre, tu vois, entre tout ça. J'ai vu une trend passer là de comment il s'appelle? Younes, je sais plus. Ouais, Younes, ouais, Est-ce que bien tu sûr. fais est-ce que tu fais le 400 mètres en moins d'une minute? Ouais. Large. Ça me fait rire, parce que tu vois la traîne de Younes, bah, Younes du coup, je le connais un peu, il est venu, manger chez moi il y a 2 mois, tu vois? Ouais, c'est un Heu mec en Bretagne, je crois, ouais. et non, non, il est sur Paris, OK, on a fait une vidéo avec lui, sur la chaîne de Training Therapy, du OK. coup, 24 heures dans sa vie. C'est un mec génial, franchement incroyable. J'adore ce qu'il fait en termes de contenu. Ça me tue du coup que tu aies vu la trend passer parce que J'ai envie de la faire, tu vois? Alors que je suis pas entraîné, mais ça m'a donné envie. je me demandais, si s'il y avait que les sportifs, enfin, les athlètes qui les voyaient ou si vraiment il avait percé, au-delà de tout et en fait, je pense que là, ça a vraiment percé partout. Si tu fais un petit peu de sport en tout cas, parce que je pense que Ouais. si tu fais pas de sport, tu te fais pas cibler par ce type de contenu, mais incroyable. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, je fais le 400 mètres en moins d'1 minute, puisque mon record, c'est 49,81 et donc ça, c'était à l'époque, là, cette année, il y a 3 semaines, j'ai fait 50,77. Il faudra la vidéo à l'appui avec, l'accord ou pas de Younes, mais on note le record. Mais je l'ai Alors mec, hein, j'ai la vidéo si tu veux, hein. ah bah, attention, les terrains ne sont pas tous les mêmes. J'ai Ouais, appris mais ça, là tu vois? J'apprends en plus de l'athlète, tu ah vois? ouais, mais ça, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Mais moi, c'était en Ouais, compète officielle. C'était en compète OK, officielle, donc là, il y a pas de débat. Mais ouais, c'est logiquement, trop ouais. bien. Moi, franchement, tu vois, un mec comme ça, enfin, je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Parce que l'athlé, ça reste un sport, mineur. Tu vois qu'aux Heu, JO généralement ou exactement, que championnat tu du vois monde que sur France 2 à l'époque. et ça gagne pas d'argent l'athlé. Genre à part les Jimmy Gressier, Cassandre Beaugrand qui vient du plus du triathlon, mais je la mets dans les catégories des athlètes, tu vois? Ça gagne pas d'argent et un mec comme ça arrive à mettre de la visibilité. Il a capté comment on attire l'attention, comment on crée des concepts sur les réseaux, qui génèrent de la viralité et ça permet à des gens qui potentiellement de base ne faisaient pas d'athlé, bah, de s'y mettre ou tu vois? Même à des gens, bah, comme toi, tu disais: «Bah, je savais même pas qu'il y avait des pistes de 300 mètres, 350 mètres, Mmh. ce genre de choses, d'apprendre des trucs. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois? Ça, c'est vraiment des personnes que j'admire énormément pour leur travail. C'est le côté aussi positif, des réseaux. On apprend des choses comme ça. Ouais, Je pense que du coup la transition elle est toute faite. On va rentrer, directement dans le plat. Donc tu voilà, coach sportif, après tu repars sur du market. Aujourd'hui, tu as cité le nom, donc tu es, du coup associé chez, Training Therapy. Est-ce que tu peux exactement. expliquer en 2 mots ce que c'est? Et finalement voilà, un peu la promesse marketing parce que tu es un peu la tête pensante, de l'entreprise. Ouais. Bah, écoute, nous, notre mission chez Training Therapy, c'est, de fournir à toutes les personnes qui le veulent, les moyens, les solutions les plus efficaces, pour, soigner leur douleur, et performer à leur meilleur niveau physiquement et mentalement. Donc vraiment, on a plusieurs activités, pour répondre à cette grande mission. La première qui est l'accompagnement des sportifs qui sont blessés. Comme ça, on les accompagne totalement à distance, à se débarrasser de leur douleur et à revenir à leur meilleur niveau. Et à côté, on a toute une partie formation, où là, on forme des professionnels, sur de la compétence métier. Bah, du Du coup, kiné, ouais. Mmh. à développer, voilà, exactement, à développer leurs compétences de kiné pour être de meilleurs kinés. Et du coup, derrière, bah, en fait, pouvoir justement mieux accompagner, bah, les personnes blessées ou douloureuses à s'en sortir. Et à côté de ça, on a un autre pan du business qui est cette fois, plus, on va dire, côté business marketing. C'est qu'on aide les kinés à mieux vivre de leur, activité, parce qu'aujourd'hui, dans le système tel qu'il est, construit, avec la sécurité sociale, qui est un magnifique système, hein, on est d'accord là-dessus, parce que la grâce à ça, la santé est entre guillemets «gratuite», parce qu'en réalité, elle n'est pas gratuite, on la paye, indirectement, simplement par nos impôts, et par les charges, astronomiques qu'on paye en France. Mais en tout cas, on d'apparence, elle nous paraît gratuite et en fait, le problème, c'est que ce système-là, il permet pas aux professionnels de s'épanouir pleinement dans leur pratique et même à des gens compétents, de faire ce qu'ils voudraient.
avec leurs patients. Donc nous, on leur apprend à développer une partie de leur activité en dehors de la convention, pour trouver un équilibre, heu, au cabinet et en dehors, qui leur permet de bien vivre de leur activité et de faire du bon taf. Ouais, on parle pas Donc juste d'augmenter les honoraires, quoi. exactement, exactement. Non, non, non. Non, parce que le problème dans ce système-là, bon après je pense que c'est pas le sujet du podcast, À mais partir en débat politique. le problème dans ce système-là, c'est qu'en plus de ça, encore une fois, les gens qui en bénéficient, c'est les gens qui font pas bien leur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels qui prennent, 5 ou 10 patients de l'heure et c'est réel, J'ai ça arrive vécu, ouais. réellement. Tu l'as vécu, moi je l'ai vécu. Je pense qu'il y a pas une personne, à qui tu dis: «Ah, tu es déjà allé chez le kiné?» qui te dit et comment et tu lui demandes comment c'était, elle te dit: «Bah, en fait, on m'a mis sur une table de massage, avec des électrodes ou un petit appareil et puis, il y avait, 5 ou 10 personnes en même temps que moi dans d'autres box et le kiné s'est barré, on savait pas trop ce qu'il fait». Mais en fait, ça, du coup, ces personnes-là, eux, bah, elles s'en mettent plein les poches. Sur le dos de la sécu et sur le dos de nos impôts. Ça fait mal au cœur quand tu vois qu'à côté, il y a des gens ultra compétents, qui se butent vraiment tous les jours pour faire du bon taf et que derrière, en plus de ça, ils arrivent pas à bien gagner leur vie. Genre pour moi, c'est pas possible et tu vois, c'est une des choses, c'est on peut déborder un petit peu sur ce sujet-là, mais c'est une des choses, moi, qui m'a beaucoup frustré et une des raisons pour laquelle je suis parti sur le marketing aussi. C'est que, hem, moi, du coup, je viens du milieu du sport et de la santé. Je me suis toujours intéressé à ces sujets-là et le problème, c'est que dans ces domaines-là, les gens qui font bien leur travail, c'est souvent ceux qui sont les moins visibles et souvent ceux qui ont, bah, le moins de alors, on va dire de clients là, même dans le business, tu vois? Les gens qui ont des business dans le milieu sport santé, ceux que tu vois en général le plus, c'est ceux qui font le plus de merde et moi, ça m'a toujours frustré et je me s pourquoi en fait? C'est la raison est toute simple, c'est que les gens qui ont vraiment une expertise très, très poussée, qui peuvent vraiment, aider les gens de manière ultra efficace, ils sont tellement dans leur monde, tellement experts, qu'ils sont incapables de communiquer au grand public, et de mettre en avant, tu vois? D'avoir le bon discours pour, convaincre les gens d'acheter chez eux et du coup, moi, c'est un des trucs en tant que marketeur où j'ai toujours voulu bosser sur des gens avec qui je partage mes valeurs. Et tu vois, qui ont cette expertise-là à apporter et moi leur amener le côté marketing, visibilité, qui leur permet en fait de valoriser leur travail et d'aider vraiment les gens. Et c'est pour ça que tu vois, aujourd'hui qu'en tant que marketeur, je fais que ça. Parce que c'est vraiment ma mission au-delà de faire de l'argent, que bon, évidemment, en tant qu'entrepreneur, tu es là pour faire de l'argent, on va pas se mytho, OK, il y a la mission de l'entreprise et cetera, c'est très bien, mais tu es entrepreneur parce que tu aimes la liberté. Tu as aussi envie d'avoir un revenu, au-delà. Tu as des aspirations qui sont différentes, des rêves qui sont différents. Ça peut être pour ta famille, pour toi quand tu es jeune et cetera. Mais en tout cas, tu veux faire de l'argent mais tu peux le faire bien, en fait. Tu peux le faire de manière, éthique, authentique et en apportant un maximum de valeur à des gens. Mmh. Donc ça, tu vois, c'est un truc, vraiment pour ça que je déteste aussi, autant, les marketeurs qui font de la merde. Parce que, putain les mecs, vous osez vous regarder dans une glace genre? Tu vois? Je comprends, hein, je et c'est difficile et je te l'accorde. Effectivement, tu as des gens qui ont vraiment une compétence, ultra rare. Ils essayent tant bien que mal à, Ils ils galèrent. communiquer et en fait, ouais, ils y arrivent pas, quoi. Parce qu'ils veulent pas, tu sais, c'est dans leur ADN aussi. Environnement, ils ont toujours vécu comme ça, peut-être être en retrait aussi ou à vouloir se faire un peu, bah, aussi être des mecs de l'ombre et du coup, le d'envoyer un message comme ça leur paraît tellement, inaudible que, ouais, je comprends que certains arrêtent aussi, tu vois? Bah, ouais, même moi totalement, totalement. Mais tu vois, encore une fois, en plus, vraiment ces personnes-là, en fait, ils s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur monde. Eux, leur but, c'est d'aider les gens, tu vois? Eux, c'est leur mission de vie. Ils se lèvent le matin pour ça. Tu vas voir des professionnels de santé, je regardais une vidéo hier soir incroyable, je te la recommande, je sais pas si tu l'as vue, mais c'est 100 heures aux urgences, d'un mec, d'une chaîne Tataki. Je sais pas si ça te dit quelque chose? C'est Non. un Suisse et tu vois, il y a 100 heures aux urgences, mais vraiment tu regardes la vidéo, tu sors de cette vidéo, tu te dis: «Mais ah ouais, c'est ça les urgences, en fait». Tu vois? Toi, tu as beau le savoir, toi, tu as l'expérience des urgences en tant que patient où tu as attendu, 5 heures pour qu'on te dise, «Ah bah, rentrez chez vous, et prenez des cachets et machin et c'est réglé». Mmh. Mais en fait, tout ce qui se passe là-bas, tu vois, il y a des gens qui sont animés d'une vision de fou et d'une mission de fou et qui charbonnent de malade pour ça et ces gens-là, souvent, ils sont pas récompensés. Ou en tout cas, pas de manière aussi importante qu'ils devraient l'être. Je parle de Mmh. «récompense financière» entre guillemets. Ouais, bien sûr. Oui, oui, là, on parle de
on parle pas forcément des grands médecins qui vont arriver juste 2 minutes à dire: «Ouais, il faut ça, ça, ça». On parle des gens qui sont vraiment autour et qui Exactement. effectivement, sont les Mmh, gens de l'ombre aussi, tu vois? exactement et tu vois, pour moi, je les vois comme les entrepreneurs qui ont vraiment une grosse connaissance et qui peuvent aider les gens et qui ont choisi l'entrepreneuriat pour véhiculer leur message, et par exemple de sortir des hôpitaux ou ce genre de choses. Mais ces gens-là, si elles apprennent pas à communiquer, si elles savent pas utiliser les bonnes techniques marketing pour, faire en sorte que les gens achètent leurs produits, en fait, personne ne va acheter OK. Ouais, ouais, je vois. et moi, ça me frustre. Ça me frustre de fou parce que je me dis: «Merde!» mais ils s'en rendent même pas compte, eux, parce qu'ils sont tellement tu vois, ils avancent comme ça, quoi. Focus, ouais, ouais. Mais Mais bien sûr. justement, on va remettre un peu, d'ego et on va essayer de grossir, ta petite tête. Quand tu arrives chez Training Therapy, c'était il y a combien de temps? C'était, il y a 3 ans quasiment. Ouais, ça doit faire un peu plus de 3 ans là maintenant. Au début, j'ai commencé en tant que prestataire. C'était en Ouais. novembre, décembre 2022, il me semble. Après on a fait quelques petites missions ensemble, bah, Tester, hem, logique, ouais. pour tester et de base, c'était même pas pour tester, tu vois? C'était juste qu'il y avait des missions comme ça, auxquelles je pouvais répondre et puis après, je me rappelle à l'époque, Thomas, mon cher ami Thomas, tu sais, il me renvoyait Thomas tout et le temps des Simon, messages. c'est ça? Thomas et Simon, ouais, mais j'étais Mmh. beaucoup plus en contact avec Thomas à l'époque et tu vois, il m'envoyait des messages et tout, il me demandait des conseils et tout et je faisais des retours avec plaisir. À force, je me disais: «Mais putain, c'est pas possible, qu'on travaille pas ensemble sur la durée, en fait. Enfin, c'est trop bien, ce que fait Training Therapy. C'est très bien ce que font les gars. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Moi, c'est un domaine que je kiffe. Kiné, Bah, sport, ouais, magnifique». c'était le truc parfait, ouais. Exactement et c'est de là qu'après, je leur ai proposé qu'on s'associe. Et je leur ai dit: «En fait, les gars, si vous êtes chauds, moi, j'ai envie de m'investir à 2000 dans le projet, ce qui me fait vibrer, et de tout arrêter à côté. Tout ce que je faisais le reste à côté, j'arrête tout et je me mets à 100 sur Training Therapy» et du coup, là, évidemment, on a discuté et c'était parce que rentrer en tant qu'associé, c'est pas non plus la même chose qu'être un simple prestataire. Mais déjà, c'est bien, tu avais cette maturité-là aussi, hein, parce que là, on dit c'était il y a 4 ans, tu dis que tu vas avoir 30. Ça, c'était en août 2023. Mmh, En août 2023, hem et du coup, voilà, ouais, ça fait quasiment 3 ans. trop bien. Avant de justement de parler un peu de petits chiffres, en tant qu'humain, en tant que CMO, parce que moi j'ai déjà eu le cas et ça peut encore m'arriver, de se dire, «J'arrête tout» entre guillemets pour un seul projet. Est-ce que tu avais, des craintes ou des appréhensions à te dire: «Je mets tout dans le même panier»? Mmh, non. En vrai, là, franchement, j'avais zéro appréhension parce que pour moi, en fait, je passais plus du côté prestataire. C'est-à-dire que là, ça devenait aussi ma boîte. Donc j'allais m'investir comme si c'était ma boîte et en fait et en plus de ça, j'avais 2 frères d'armes, pour y aller à fond, tu vois? Des gens qui ont des compétences complémentaires aux miennes, des gens qui sont capables de faire des choses que je ne suis pas capable de faire et vice versa. Eux ne sont pas capables de faire des choses que moi j'étais capable de faire. Et du coup, tu vois, je me suis dit et en plus de ça, on a pu construire une équipe et cetera par la suite. Mais pour moi, du coup, je changeais de casquette. C'est-à-dire que là, il y avait plus cette insécurité de tout mettre dans le même panier parce que là, ça devenait mon business, en fait. Hem Je pense que ça et fait vraiment la différence. ça fait une énorme différence. Alors après, du coup, il y a d'autres enjeux évidemment que tu as pas en tant que prestataire. Il y a jamais le truc parfait, hein. Ça, faut c'est pareil, il faut pas se dire: «L'herbe est meilleure, et plus verte ailleurs» et cetera. Il y a juste des avantages et des inconvénients dans chacun des domaines, et tu composes avec ça mais derrière, en fait, non, jamais eu de crainte. Franchement, Mmh. jamais j'ai eu de crainte, à ce point de vue-là. Je pense qu'à partir effectivement du moment où tu arrives à trouver, l'équilibre parfait comme tu as dit, hein, entre, le ce que tu enfin le secteur dans lequel tu vas travailler et tu mets à tu donnes en fait tes compétences pour ça, bah, effectivement tu as envie de te donner à fond parce que tu es vraiment aussi dans ton cœur de d'activité et de passion et je pense que forcément, derrière il y a les résultats qui en découlent aussi. Exactement, exactement et tu vois, en fait, même si tu échoues, c'est pas grave. Genre, en vrai, bon, tu pourras partir sur autre chose après. Bon, mais en tout cas, là, ça n'est pas le cas, tu vois? Ça n'a pas Ouais, échoué, on continue de grossir et cetera. On a fait que de grossir depuis. Bon, c'était déjà une boîte qui était en croissance, hein, ouais. mais que de Si grossir on doit depuis. justement, parler un peu chiffres là depuis 3 ans, c'est quoi on va dire les plus gros chiffres qui ont explosé? Moi j'ai en tête la chaîne YouTube, tu vois? Mais je sais pas, il y a 3 ou 4 ans à combien c'était? Ouais, ouais. Mais, Bah, ce serait quoi les gros chiffres? je parlerai pas de chiffre d'affaires parce que, déjà, ça concerne pas que moi, ça serait que ma boîte,
Oui de et puis un chiffre repositionner. d'affaires, ça veut tout et rien dire, quoi. Oui et ça veut rien dire, mais tu vois, je pourrais te parler de profit et cetera, mais ça, j'ai pas envie de rentrer dedans. C'est pas que je veux faire mon français qui parle pas de chiffres et cetera. Je sais que c'est frustrant parfois, mais voilà, ça n'a pas que moi, tout le monde n'a pas forcément envie de dire, ce qu'il fait dans sa boîte et cetera, même les salariés et cetera, ce genre de choses. Je pense que c'est un truc qui doit être en accord. Mais si on parle plus, d'évolution, on va dire je peux te parler d'évolution de chiffre d'affaires. On a fait, quasiment, x7 depuis le début, le tout début où moi j'ai commencé à travailler, ensemble. Là, j'étais pas encore associé, hein, d'accord? Depuis que je suis associé, ça a fait, un peu moins que x7 évidemment, mais parce que du coup cette première année de prestataire et cetera, on a f une grosse évolution à ce moment-là et après sur YouTube, Insta à l'époque, il devait y avoir, je dirais 35 000, 40 000 personnes, tu vois? Donc il y avait déjà une belle audience. Il y avait déjà une très belle audience. Pour le coup, là-dessus, Thomas et Simon, font un super taf. Principalement Thomas parce qu'aujourd'hui, c'est principalement lui qui crée du contenu. Mais tu vois, il y avait déjà une très belle communauté de kinés et de sportifs engagés. Simplement, il y avait pas les systèmes de vente, tu vois, en place derrière pour vraiment capitaliser là-dessus, on va dire. Ah oui, ils étaient à 116 là. Ouais, j'avais plus Voilà, le et là chiffre en tête, ouais. on est à 116 et sur YouTube, alors à l'époque sur YouTube, il y avait rien mec. Enfin il y avait peut-être, je veux pas dire de conneries, mais il devait y avoir 5 000 abonnés, tu vois? Je dis rien, 5 000 c'est énorme. Mais, Oui. par rapport à aujourd'hui, tu vois, en fait, il y avait moins de 10 000 abonnés sûrs et certains. Je me rappelle avoir passé les 10 000 abonnés ensemble, quand on travaillait ensemble. Putain, je dois avoir des stories, tu vois? Si j'allais regarder, je me rappelle, j'avais mis des stories et tout. Mmh. Et après, bah, là, du coup, on doit être à quoi sur YouTube? 125 000? 130 134 là, j'ai 134, je l'ai sous 134. les yeux. Incroyable. Depuis, on a eu une grosse évolution à un moment donné, beaucoup de vidéos qui ont percé comme disent les jeunes, heu, mais ensuite, ça a un peu plus stagné. Là, c'est lent, tu vois? C'est régulier, c'est lent et cetera. On met beaucoup de focus dessus par contre. Ouais, bah, c'est quali, hein. Moi perso, je regarde les vidéos, de Training Therapy là et c'est vrai que c'est très bien monté, ça donne envie. Je pense que vous avez un bon watch time, hein? Je sais pas, Ah j'ai pas ouais, les chiffres mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a un très bon watch time, mais par contre, tu vois, en termes de vues, on a du mal un petit peu à plafonner. Alors après, on fait des sujets aussi qui sont peut-être un peu moins grand public, on essaye et tout, tu vois? À un moment, on avait vraiment des trucs très grand public, qui ont fonctionné énormément. Après nous, on a une double stratégie, qui est, moi, c'est ce que j'aime faire. J'ai toujours fait ça sur les chaînes YouTube parce qu'avant Training Therapy, j'avais bossé aussi sur, du coup avec Amandine, sur sa chaîne YouTube, sur lequel on avait aussi bien évolué et tu vois, j'ai toujours eu cette double stratégie moi, hem, marketing, on va dire optimisé pour le clic et SEO. mmh. Parce qu'il faut pas oublier que YouTube, c'est Google et que tu peux très bien ranker, avec des vidéos YouTube, sur Google et sur YouTube, hein. C'est le même système de positionnement. Donc des fois, en fait, tu as moyen de ranker sur des mots-clés, qui sont ultra intéressants pour ta thématique. Donc si tu peux coupler les 2, bah, let's go, quoi. Là, on le fait un peu moins, mais vraiment on a beaucoup de vidéos dans le domaine de la course à pied, des blessures, tu vois, qui rentrent dans le top 3 YouTube. Moi ce que je kiffe, c'est 2 choses en tant que, on va dire spectateur. C'est un effectivement la facilité de compréhension que sur certains sujets qui étaient trop complexes ou que quand tu allais voir un kiné, il t'expliquait, tu comprenais rien, tu repartais avec plein de questionnements donc ça je trouve c'est cool et 2 c'est le fait que, bah, en fait vous testiez vous-même. Toi un peu moins, tu es moins présent dans les vidéos mais quand vous parlez de sujets et que tu vois Thomas ou Simon faire exactement, la chose, je trouve que c'est vachement intéressant et d'autant plus quand vous faites la notion un peu de partenariat ou en tout cas de vidéo, de collab où là, c'est je pense que c'est une de vos stratégies gagnantes. Il y a plein de stratégies, en fait. Oui, il y a En fait, c'est pas une seule enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs qu'on fait, qu'on essaie de mettre en place et tout sur la chaîne, qui font que ça fonctionne. Mais ouais, en fait, stratégie là-dessus, on a fait un gros travail, la 1re année là-dessus, d'essayer de faire du contenu comme tu dis, tu vois? Vrai scientifiquement et professionnellement et en même temps suffisamment vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre. Et ça, c'est extrêmement dur parce que souvent quand tu vulgarises, en fait, tu effaces une grosse partie de la vérité, ouais. scientifique. Donc tu vois, on a quand même aussi un public d'experts, on a des professionnels qui nous suivent, hein. Donc il faut que ces professionnels-là ne soient pas déçus, de notre contenu, pour, continuer à avoir leur confiance et c'est ça qui est parfois un petit peu difficile. Toi, en tant que marketeur, c'est quoi ta vision justement des collabs? Je sais que vous avez eu,
Christophe Cario, qui est quand même une super, «star» entre guillemets dans ce domaine-là, même si je pense qu'encore une fois qu'il est sous-coté, on n'entend pas trop parler. Toi, en tant que marketeur, c'est quoi un petit peu ta vision de ça? Moi, je pense qu'il faut faire des collabs. Enfin, clairement, tu vois? C'est et dans une logique business et dans une logique humaine. Tu vois? Les Mmh. collabs, elles t'apportent plein de choses d'un point de vue humain. Tu rencontres des gens incroyables. Faut pas oublier que le business, c'est pas, juste, tu vois? Enfin, ça, c'est un peu dur à s'en sortir, mais c'est pas juste d'être derrière son ordi et travailler tout seul dans son coin. C'est, aller chercher de l'information, discuter avec des gens, comprendre leur vision, tu vois? Partager des choses, partager des visions, et derrière, c'est ça qui te fait grandir. Christophe, c'est aussi, un super entrepreneur, tu vois? Tu as donné son exemple. Mmh. C'est un des premiers à avoir créé du contenu, autour de la kiné, on va dire, kiné sport sur YouTube. Il est là depuis 15 ans. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai acheté ses bouquins et tout, tu Aussi, je les ai. J'ai même son kit, avec ses élastiques et tout, voilà et tu vois, derrière, il a créé une marque de matériel, vraiment. une marque de compléments NutriPure qui aujourd'hui mais NutriPure, ils sont partout. C'est énorme NutriPure. C'est incroyable et tu vois, rencontrer des gens comme ça, en fait, autant dans ta collab, bah, c'est intéressant parce que pour ta communauté, tu es capable, de leur apporter énormément de valeur, et de leur apporter une autre vision que la tienne et ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Mais toi, en tant qu'humain, ça te nourrit. Ces rencontres, elles te nourrissent et donc derrière, tu en ressors avec, tu vois, potentiellement des nouvelles idées, pour ton business, mais aussi pour de la création de contenu. Il t'a partagé, comment, lui, il créait son contenu, par exemple. Donc toi, derrière, tu te dis: «Ah putain, ouais, ça c'est des bonnes idées, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça». Donc en fait, c'est incroyable. Tu vois, on a fait d'autres collabs, avec, là, on vient d'en sortir une avec, Florian Grengbo, donc qui est un cycliste sur piste. Pareil, médaillé olympique, on vient de sortir un podcast aujourd'hui là, tu vois, ce matin. Médaillé olympique et au chômage. Ouais, Genre, c'est fou la dissonance. c'est fou et tu vois, tu fais et tu fais une vidéo avec lui et tu rencontres l'humain parce qu'il fait du contenu aussi sur les réseaux et pareil, tu vois, il a des supers idées, il se bute aujourd'hui pour essayer de créer du contenu quali sur les réseaux, pour, attirer, bah, des sponsors, et cetera et mec, tu vois, des échanges avec des gens comme ça, bah, toi, tu transmets énormément de valeur, à ton audience et en plus de ça, en tant qu'humain derrière, enfin, tu as passé une putain de journée et tu te dis: «Waouh, un mec, très chouette avec une belle vision, qui m'a appris plein de trucs sur la vie», tu vois? Donc c'est trop bien. Juste pour comprendre un peu le cheminement, les gens potentiellement qui se poseraient la question, est-ce que c'est quoi un peu les conditions pour avoir ce genre de collab? Est-ce qu'il y a des trucs c'est forcément payant? Est-ce que du coup, il y a des choses qui peuvent être donnant-donnant? Je pense que ça doit dépendre des gens, mais c'est pour justement montrer que même des petites audiences ou des petites personnes qui connaissent pas peuvent justement, obtenir ce genre de collab. En tout cas, si on fait des collabs avec des marques, oui, c'est payant. Tu vois, des collabs de créateur à créateur, ça a jamais été payant, hein. Et c'est quoi un peu toi en tant que marketeur qui va démarcher ou c'est les gars qui de par leur, réseau ou autre qui, les démarchent? Ah non, 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 moi j'ai jamais, démarché personne. C'est plus, en fait, à un moment, on s'est posé la question, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut créer comme format, qui fonctionne?» hem Et je me rappelle à l'époque, c'était Pierre de notre équipe qui avait dit: «Ah, ça serait bien, de faire des 24 heures et tout, avec, tu vois, d'autres personnes pour découvrir leur quotidien» et on l'avait pas mis en place, tout de suite, tu vois? On s'est dit: «Ah ouais, c'est vrai», avec Thomas, on s'était dit: «Putain, ouais, c'est vrai, trop chouette comme idée, ça paraît stylé». Hem, Bah, vas-y. Après, tu vois, on a commencé à dire: «Bah, vas-y, avec qui ça serait intéressant?» Hop, on a commencé à se dire: «Bah, vas-y, on aimerait bien, avec, ce sportif-là, il partage nos valeurs, on aimerait bien comprendre un petit peu son quotidien». Et donc du coup, bah, on les a contactés, parfois, pas de réponse, parfois, ils disent: «Bah, non, c'est pas possible» et tout, tu vois? Surtout, bah, si c'est des athlètes de haut niveau, parfois ils ont un calendrier de compétition, donc pas forcément facile de pouvoir le faire. En fait, c'est venu au début, c'est un peu ton cercle proche, tu le fais avec des gens que tu connais un peu plus ou moins. Ensuite, tu as des gens qui vont voir des réactions. Tu vois, là, sur la dernière vidéo, il y a des gens qui nous proposent des gens. Ils nous disent: «Ah, Ouais. ça serait bien que vous fassiez un 24 heures avec lui». Derrière, bah, nous, ça nous dit: «Ah ouais, putain, super bonne idée, j'adore ce qu'il fait. OK, bah, on va le contacter». Puis maintenant qu'on a une audience, évidemment, c'est plus facile. Mmh. Il y a quelqu'un, qui a, 130 000 abonnés qui te propose une vidéo avec, Mmh. toute logique, en tout cas. Voilà, ça s'est fait de fil en aiguille et je dirais que la seule chose pour ça, c'est qu'il faut pas chercher à être trop pressé. Parce que, en fait, les gens, tu vois, même s'ils ont une petite audience, des fois, tu parlais de petite audience, bah, ils vont peut-être vouloir aller trop vite.
Mais c'est-à-dire que si tu veux aller, faire une vidéo avec un mec qui a 200 000 abonnés, par exemple, pourquoi il viendrait chez toi? Et tu vois, c'est la même logique que dans le marketing. C'est en gros, c'est presque un achat, tu vois, Enfin, qu'il c'est va faire. pour film. Ouais, qu'est-ce qu'il a à gagner lui? Et qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, d'aller faire une vidéo avec un mec qui a 5 000 abonnés? Peut-être que le mec, il est génial, c'est incroyable. Et moi, en attendant, pareil, j'ai, mon business, potentiellement, j'ai ma chaîne YouTube, ma créa de contenu, machin, mon quotidien est bien rempli. En fait, une journée que je vais passer avec toi à créer du contenu, si elle me rapporte rien, elle va me faire perdre aussi quelque chose parce que, bah, je Mmh. vais du temps à faire autre chose que Ouais, bien ce sûr. maintenant ce que je fais. Donc il faut toujours réfléchir à ça et se dire: «Qu'est-ce que je peux apporter à la personne?» Et je dis pas que ça peut pas marcher. Je dis pas que parce que tu as une chaîne de 5 000 abonnés, tu peux pas faire une collab avec, un youtubeur, par exemple, ou un sportif qui a beaucoup d'abonnés. Simplement, en le contactant, si tu veux le contacter, il faut te dire: «OK, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne?» Pour, qu'elle dise oui. Et si c'est pas du financier, il y a plein d'autres possibilités. Tu vois, ça peut être un concept ultra stylé, qui va faire kiffer la personne. Mais dans ce cas, il faut avoir réfléchi avant et se dire: «OK, qu'est-ce que cette personne aime?» Tu vois, s'intéresser vraiment à elle et pas juste envoyer, 15 000 messages à plein de personnes en se disant: «Ouais, j'espère il y en a un qui va me répondre, et qu'on va pouvoir faire une collab ensemble». Non, ça marche pas comme ça. Et ce que je disais au Ouais, début, j'ai un peu divergé, mais là où il faut pas vouloir être trop pressé, c'est que parfois on veut faire des collabs tout de suite. Mais avant ça, crée-toi une audience, tu vois? Crée-toi un petit nom, partage ta vision de la vie, du monde, tu vois? Crée-toi une petite personal brand, juste pour que tu aies déjà une petite communauté et que, tu vois, des gens parlent de toi, qui kiffent ce que tu fais et que même la personne qui est en face, elle se dise: «Ah bah, j'aime bien ce qu'il fait comme travail». Parce que c'est aussi ça, c'est que souvent, pourquoi tu acceptes une collab? Pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de faire un podcast avec toi? Bah, parce que je te kiffe, tu vois? pas de communauté, hein, par contre, hein. Non, bah, mais moi non plus. Moi non plus, j'ai pas de communauté, donc ça tombe bien. Mais tu vois, genre, on a un feeling, on s'est rencontrés il y a quelques années, ça a toujours, on s'est toujours très bien entendus, on s'est appelé plusieurs fois et tout. Tu es un mec, que j'adore, qui partage les mêmes valeurs que moi, qui est chill, posé, tu es pas un marketeur agressif, comme, tout ce que je déteste. Donc en fait, aujourd'hui, tu me dis: «On fait un podcast», je te dis: «Mais mec, avec plaisir». Mmh. Après je suis personne, hein, je suis personne, on est bien d'accord. Tu Batman, t'es l'homme de l'ombre, mec. Mais voilà, c'est la logique qu'il faut que les gens retiennent, c'est apporter de la valeur aux gens. Est-ce que toi, en tant que marketeur, tu arrives un peu à traquer, justement, quand tu as ce genre de collab, si ça a bien fonctionné ou pas, hormis le nombre de vues sur YouTube? Non, on est très, très mauvais là-dessus. De manière globale, parce que je sais que c'est un sujet pointilleux et bah, limite, je suis content d'aborder, ça avec toi, ça va peut-être me rassurer. Mais sur la partie tracking, tu sais, tout ce qui est UTM, de savoir toutes les datas du monde entier. Est-ce que vous l'utilisez de votre côté? Est-ce que, ça a un intérêt particulier? Toi, ta vision aussi en tant que marketeur, comment tu vois les choses de vouloir tout traquer de A à Z? Ça, c'est une très, très bonne question, et surtout elle tombe pile poil à un sujet, bouillant en ce moment, parce qu'on est en train de construire ça chez Training Therapy. OK. Moi, ça a toujours été une grosse frustration de pas pouvoir traquer exactement comme je voulais, surtout dans un business comme le nôtre où on a énormément d'offres, énormément de canaux d'acquisition. Et au final, on fait beaucoup de choses. Parce que du coup, on fait beaucoup, beaucoup de choses, mais derrière, si tu traques pas, ça veut dire que tu ne sais pas concrètement ce qui t'apporte des résultats. Alors après, je dis pas qu'on n'a pas de KPI, et cetera. Là, on parle de trucs vraiment beaucoup plus poussés, quoi. Là, on parle de trucs plus poussés. Par exemple, on voudrait savoir ma vidéo YouTube que j'ai fait, si elle a généré des ventes sur un programme, par exemple. Voilà, ce genre Mmh. de ça, tu as besoin d'UTM en effet pour pouvoir le faire. Et du coup, on est en train de construire ça en ce moment. Moi, ça fait quand même quasiment 2 ans, tu vois, je veux construire ça. Mais à chaque fois, c'est jamais la priorité, machin, truc. Tu es dans le feu du business, donc tu le fais pas. Là, on est vraiment, vraiment en train de travailler là-dessus. Je pense que ça va énormément nous aider à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir, parce qu'il y a un moment donné, en fait, tu en as besoin. Hem, Mmh. c'est indéniable. Tu construis pas une grosse boîte, sans pouvoir traquer tout ce que tu fais. Par contre, enfin, tu peux aussi faire des gros chiffres, sans avoir un tracking, parce que c'est pas ça le plus important, en fait. Le plus important, c'est de te faire découvrir par plus de monde et d'avoir un système de vente pour les convertir et derrière, évidemment d'apporter la valeur que tu as promis pour qu'il y ait des satisfaits qui te recommandent et qui font que ça va renourrir la boucle de l'acquisition et cetera. Mais ce qui est important, la base de la base, c'est l'acquisition et ensuite la conversion, tu vois? Ouais. Donc tu peux, c'est ce que je dis toujours et moi je dis toujours qu'on fait ça, c'est tu peux tirer au bazooka, tu t'en fous au début ce que tu veux.
Après, c'est ma vision des choses, tu vois? Mais moi, je préfère, 100 fois, tirer au bazooka et enchaîner les ventes et potentiellement ne pas avoir, optimisé le petit truc parfait, qu'il faut, plutôt que d'avoir, passé des mois à créer mon truc de tracking et puis derrière ne pas avoir passé du temps à acquérir de nouveaux prospects et de nouveaux clients. Ouais, je suis d'accord, je pense que ça dépend aussi effectivement de la maturité. Dans un premier temps, c'est pas forcément, l'idéal et vaut mieux se concentrer effectivement sur deux trois KPI, globaux comme tu as dit, acquisition, conversion, pour voir si c'est rentable et comment optimiser la chose, quoi. Où est le Bah, trou ouais, dans la raquette. totalement. Mais par contre, il y a un moment, ça devient vraiment important et ça, je le répète quand même, c'est que ça devient vraiment important. Si tu commences à avoir une grosse, machinerie et cetera, ça devient important même parce qu'il y a un moment, tu dépenses des ressources. Parce que tu te dis: «Il faut grossir, il faut grossir, il faut grossir». Donc tu dépenses des ressources et à un moment, en fait, tes ressources, enfin, ça se trouve, tu peux couper, la moitié de tes dépenses, juste parce que en fait, il y a la moitié de tes dépenses qui servent plus à rien. Mais simplement, Mmh. si tu es pas en capacité de le traquer derrière, bah, toi, tu en sais rien. Et tu vois, ça m'amène à un autre souci qui est le tracking avec, les pubs et cetera. Mais ça, c'est un enfer, c'est un Ouais. carnage. Meta, il nous a vraiment pas facilité la vie depuis ces dernières années. C'est de la merde. Lorsqu'on te remonte sur le business manager, c'est totalement faux. Je suis content qu'un autre marketeur le dise, tu vois? «Publiquement» entre guillemets, parce que j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'à moi et que, le client en face ne voulait pas l'entendre, tu vois? Mais c'est devenu complètement biaisé, ouais. Mais non, et je vais même te dire un truc, c'est que on a bossé, évidemment je dirai pas le nom, mais on a bossé avec une agence, pour ça, et c'est pas pour leur tirer une balle, hein, pas du tout, voilà. Mais on a bossé avec une agence sur ça en se disant: «Mais vas-y, trop bien, on va bosser avec des gens dont c'est vraiment le métier, c'est des experts et cetera. On va pouvoir mettre des choses en place, on va pouvoir avoir un tracking carré». Mais mec, on a mis 6 mois avant d'avoir un tracking carré et je m'en suis rendu compte parce que moi derrière, j'ai fait l'effort de contrôler chaque vente qu'on faisait et de regarder tout le parcours client, et ça mec, enfin franchement, je devenais fou. Il y a un moment, C'est tu bourbier ce fais truc-là, ouais. c'est pas possible. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, on a un truc plutôt carré qui se met en place, mais tu vois, il faut quand même revérifier tes datas et vraiment la pub, là, aujourd'hui, avec les paramètres UTM, typiquement, c'est un truc, qui est quand même bien mieux et qui, du coup, est beaucoup plus suivi. Mais tu peux pas, si tu te fies uniquement à ce que te dit ton business manager, tu es mort. Tous les KPI parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte. En plus, l'UTM, parfois, c'est le dernier clic, mais ça se trouve, il est passé dans un autre tunnel avant. Donc, en fait, tu as pas forcément le bon résultat, heu, Exactement, et la bonne donnée. Donc, c'est toujours, compliqué. Moi, je sais que c'est un sujet aussi très complexe chez, certains clients et on met beaucoup de focus là-dessus et du coup, moins peut-être sur vraiment la partie la plus importante qui est justement la vraie acquisition et la vraie vente. Mais, ouais, en tout cas, content d'avoir pu, échanger un petit peu, là-dessus. Et je pense qu'il y a pas de truc fiable à 100. on Ça on le sera de moins en moins avec, bah, toutes les, trucs européennes, Meta. exactement, exactement. Et vraiment, tu vois, moi, c'est un truc que je dis toujours, c'est les chiffres, c'est bien, mais il faut vraiment prendre énormément de recul. Énormément de recul, surtout avec les trucs de pub et cetera. C'est pas la vérité exacte, ces chiffres-là. Alors après, franchement, tu vois, je suis tout à Il y fait a jamais ouvert. un pour un. Ça se trouve demain, il y a un expert qui est un expert du tracking qui va voir ce podcast et mec, envoie-moi un message, on bosse ensemble, il y a aucun souci. Si tu me dis que toi, il y a aucun problème dans ton business, mais avec grand plaisir. Simplement aujourd'hui, J'ai pas moi, trouvé, moi non plus. moi non plus, j'ai pas trouvé, et ceux qui vont te dire l'inverse, souvent c'est des mythos. Mmh. Et parce qu'au final, tu commences à travailler avec eux et tu te rends compte que c'est des blaireaux. Donc et ça, j'en ai vu, hein. Je parle de tracking, mais même des marketeurs ou des copywriters, franchement, la seule Ah, chose qui serait c'est quoi ouais, tes pires déceptions, on va dire, en tant que marketeur, depuis que tu as commencé? bah, c'est ça mec, de travailler avec des gens, qui se disent experts en marketing, ou en copywriting ou ce genre de choses, et encore une fois, je ne citerai jamais de nom. Non, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Ils ont un beau CV, un truc qui te vendent bien du rêve, sauf que la seule chose qu'ils savent faire, heu, c'est vendre comment faire de l'argent, tu vois? Mass Et market, truc classique. ils ont travaillé que dans le make money, ils ont fait beaucoup de thunes, du coup, ils ont l'impression que c'est des génies du marketing. En fait, mec, va vendre sur d'autres marchés. Va vendre dans des marchés où tu as pas de promesse de gain financier derrière. Va vendre donc en dehors de tout ce qui est, bourse, crypto, tout en dehors de tout ce qui est financier, business et cetera, ou même immobilier, tu vois? Va vendre en dehors de ça, sans promesse de gain. C'est pas le même marketing. Tu peux pas, bourriner comme un sauvageon
avec des mecs qui viennent, alors j'allais dire perte de poids, mais encore que maintenant sur le marché de la perte de poids, il y a des gros business en bourrinant comme des sauvageons avec des promesses, totalement, ahurissantes. Mais dans d'autres marchés, c'est pas possible. Les gens, ils sont pas cons, en plus de ça. Les gens qui achètent, ce sont aussi des gens éduqués. Donc quand toi, tu arrives avec tes gros sabots, et que tu travailles avec des gens et en fait, ils t'envoient un mail ou une page de vente ou un truc et franchement, tu te dis: «Mais mec, tu es marketeur genre ou tu es copywriter?» Est-ce que et tu t'es relu? Parfois, je vois des trucs, moi. est-ce que tu t'es vraiment intéressé à la cible? Hem et en fait, non. Genre les gens, ils viennent là juste pour prendre leur oseille. Du coup, ils te font un truc éclaté au sol, s'en foutent de ton projet et ils te sortent ça. Et maintenant, c'est encore pire, parce que maintenant, il y a l'IA. Alors là, ça a Donc tu avais donné déjà ce constat avant et là, ah ouais, ça s'est amplifié du coup avec, ah l'IA. ouais. En fait, ces gens-là, c'est toujours beau sur le papier. C'est au démarrage, ils ont un beau site, machin, des belles références ou des fois ce genre de choses. Des fois, je me dis leurs références, limite, ils l'ont inventé. Et en fait, même au début du process, tu sais, ils ont un truc carré. Genre, tu te dis: «Putain, c'est bien, c'est carré et tout», et puis tu as le résultat qui arrive et tu es déçu. Est-ce que tu es déçu parce que toi, tu as une compétence aussi, avancée en copywriting et en marketing? Ou est-ce que factuellement, si tu l'envoies à quelqu'un d'autre qui a pas toutes tes compétences, aurait la même synthèse? Ah, tu vois, c'est toujours, le truc difficile, c'est que forcément je suis biaisé. Forcément, je suis biaisé. Après, moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est: «Est-ce que j'aurais envie d'envoyer ça à quelqu'un?» Tu vois? Des fois, tu as des mails, qui t'arrivent, qu'on t'a fait. OK, peut-être que d'un point de vue marketing, c'est très fort. Tu as utilisé tous les biais psychologiques de machin qui font que, ah, tu es en train de mettre un couteau sous la gorge à quelqu'un et qui va se sentir comme un trou de balle s'il achète pas. Sauf que mec, jamais j'envoie ça, hein, c'est pas possible. Donc ouais, je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Oui, si, sinon tu me posais comme question pour l'IA. En fait, c'est pire avec l'IA. C'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, il y a des gens qui croient parce qu'ils voient du contenu partout sur les réseaux, qu'en une semaine, ils sont devenus experts du sujet. Et ils croient que l'IA va leur permettre, tu vois, de dès demain, d'écrire des bons emails, de faire des bonnes pages de vente, de créer un bon business et cetera. Parce que l'IA, en fait, elle te donne l'impression que tu as un truc quali. Parce que toi, tu y connais rien. Tu pars de zéro. Tu as l'impression d'avoir compris deux trois trucs. OK, c'est très bien. C'est très bien d'avoir compris. Il y a une différence et ça, c'est je suis un enfin, il y a un coach, qui m'accompagne sur la partie, on va dire, mentale, psychologique et cetera et c'est ce qu'il m'a dit, en fait, il y a une différence entre comprendre les choses et être capable de les mettre en place. C'est facile de comprendre un système, facile de comprendre comment ça marche, facile de comprendre comment fonctionne le marketing, comment, tu crées une page de vente et cetera. Mais il y a une énorme différence entre le comprendre et pouvoir le mettre en place derrière et que ce que tu as mis en place, ça soit réellement efficace. Et aujourd'hui, en fait, les gens, ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont, entre guillemets «débutants». Ils utilisent l'IA, ils utilisent Claude ou ChatGPT, même si Claude est ultra fort et cetera, pas grave. Ils utilisent ça. Ils arrivent à faire des emails qui, OK, sont mais ils se rendent même pas compte eux-mêmes qu'en fait, c'est pourri. Parce qu'ils ont Ils pas ont pas cette le expérience. recul. Exactement, ils ont pas cette expérience, ils ont pas toutes ces années de travail où ils sont passés, par là. Et je il y a plein de créateurs que je suis comme ça et tout et à chaque fois, ils tu vois des même des marketeurs ou d'autres personnes dans le business, en fait, c'est exceptionnel. Alors c'est quand même exceptionnel, de manière générale. Ah, quand nous, on y repense et qu'on écrivait nos propres mails en 2020, copywriter, Voilà, je peux te dire voilà. qu'on a vu la Dans dans différence. dans tous les cas, en fait, ce que je me dis, c'est que, tu vois, ça se trouve, en fait, l'IA, ce qui me produit là, c'est ce que j'étais capable de produire il y a, 6 ans. Peut-être, mais je m'en souviens juste plus. Mais simplement, l'IA, là où c'est puissant, c'est pour des gens qui ont de l'expérience. Si tu as de l'expérience dans un domaine plus que tu apprends à utiliser l'IA, là, tu fais un banger. Parce que tu vas être capable, en fait, tu vas poser les bonnes questions à l'IA, tu vas lui poser le bon cadre et tu vas être capable de, en fonction de ce qu'il t'a produit, lui répondre, bah, tu vois, lui donner les itérations qu'il faut pour vraiment arriver à quelque chose de pertinent. Mais si tu pas ça, en fait, tu te contentes de ton V1, voire ton V2, allez, ton V3 et tu sors ça, mais en fait, ça n'enlève pas toute la compétence, de marketeur que tu peux acquérir et ça, tu vois, bah, les gens, en vrai, on va s'en rendre compte, je pense. Il y a des gens, ils vont se casser la gueule parce qu'aujourd'hui, tous les Ça se gens voit, hein. qui Mmh. exactement, tu vois, moi, quelque chose de fait à l'IA, je le vois direct.
Les marketeurs qui font des trucs à l'IA, je le vois direct. Par contre Ouais, il y a et tournure de et phrase. c'est là où c'est un petit peu vicieux, c'est que tous les créateurs de contenu qui partagent des trucs sur l'IA et qui vendent potentiellement des formations sur l'IA ou ce genre de choses des fois, et qui te vendent l'IA comme une merveille, mais en fait, eux, ils ont l'expérience marketing. Parce que souvent, c'est des gens qui sont là dans le business depuis quelques années. Mmh. Donc du coup, en fait, eux, ils l'utilisent avec leur expérience. Donc ça marche trop bien pour eux et du Ouais, coup, plus il y a l'autorité qui peut rajouter le fait que, derrière ça oui, ça vende aussi en plus. plus, en plus. Mais pour quelqu'un de débutant, du coup, s'il l'utilise comme eux, il va pas arriver au même résultat, c'est impossible. C'est comme tout dans la vie. Ce n'est pas une question de méthode ou de motivation. Moi, ça me tue les phrases comme ça. Mais factuellement, Comment? j'allais dire factuellement, toi, dans ton business, c'est quoi peut-être les deux trois choses où tu te dis: «Putain, ça a été game changer, dans mon activité de marketeur grâce à l'IA», quoi? C'est quoi les trucs que tu te dis: «Je gagne du temps» ou tu as vu des Heu, résultats décuplés? 1 chose, c'est un truc tout bête, mais c'est un truc où que moi je fais encore, la rédaction de mes descriptions, YouTube, SEO, tu vois? Ce genre de choses pour le référencement de mes vidéos, donc que ça soit sur YouTube et podcast. Mais parce que aussi avant, j'ai pu faire mes propres process et du coup, je lui ai calqué ça et maintenant en fait, je peux, typiquement lui balancer le transcript de la vidéo et derrière, il va me faire ça de manière très rapide et il va, tout m'optimiser et ce que je passais 1 heure avant à faire, bah, aujourd'hui, je le fais en 10 minutes. Pour moi, ça, c'est gros changement. Email, pour faire des séquences email, de vente ou, enfin, peu importe les séquences mail, ça m'a énormément aidé. Avant, ça pouvait m'arriver de passer une journée sur un email, quoi. Genre, je sais pas Mmh. si toi, ça t'est déjà arrivé, mais au moins, allez, au moins une demi-journée, tu vois? Au moins 3-4 heures sur un email parfois, un email de vente et le problème, c'est quand tu as une séquence complète à faire, bah, tout ça, c'est épuisant mentalement et Ouais. à la fin de ta semaine, quand tu as dû faire tes emails, ta page de vente, ton truc, ton machin, nin nin, tu as la tête comme ça, tu es plus en capacité de réfléchir et tout ce que tu produis, c'est de la merde. Donc pour moi, là où c'est très fort, c'est qu'en fait, ça te permet de te concentrer sur la partie créative et les idées et derrière d'avoir quelqu'un qui va le rédiger de la bonne manière et donc pour des emails ou des séquences de vente avec les bonnes structures avant données à l'IA. La dernière fois, j'ai fait une séquence d'emails complète en une journée. Mais avant, ça m'aurait bien pris plus qu'une journée et une séquence d'emails dont je suis fier et où je trouve ça Mmh. quali, tu vois? C'est ça la différence. C'est cool faire des emails, pétés, enfin éclatés au sol, je suis capable de les faire en une matinée. Je peux te faire une séquence mail, mais ça vendra pas, ça sera nul. Donc sur ça, Ouais. sinon là, j'ai fait une VSL. J'ai fait une VSL il y a 1 mois et alors c'est pas parfait, enfin c'est pas parfait, l'utilisation de l'IA. Alors pareil, encore une fois, je pense que enfin je suis pas expert IA, tu vois? Donc j'ai encore plein de choses à apprendre dessus. Mais en attendant ma VSL, j'ai fait une VSL en 2 semaines. Heu, pour, des gens, ça va peut-être, paraître, fou de te dire 2 semaines pour une VSL, mais en vrai une bonne VSL, avant, ça m'aurait pris 1 mois et demi. À faire quasiment que ça. Parce qu'en vrai, une bonne VSL qui vend et c'est vraiment complexe. C'est pas juste un truc, que tu fais en 2-2. En plus, enfin, il y a des améliorations à faire, des nouvelles idées, trucs, bidules. Bref, tu as plein de choses à faire. Là, vraiment, j'ai passé 1 jour et demi à faire mon prompt. Par contre, j'ai vraiment passé 1 jour et demi à faire mon prompt, à bien lui cadrer les choses, à lui donner toute la data que j'avais besoin. Tu vois, je lui ai mis des témoignages clients, tous les transcripts de témoignages clients que j'avais, tous les transcripts des appels, que j'avais, et cetera. Tout ce que j'avais vraiment et je l'ai bien structuré, je lui ai donné la bonne chose. Derrière, il m'a pondu ma VSL et j'avais juste à l'améliorer et tu vois, il a fait plein de choses. Il m'a produit une V1 que qui était à 80 parfaite et du coup derrière, j'ai pu prendre le temps de vraiment améliorer les choses, vraiment faire les petites choses que j'aime faire et qui me permettent de rendre vraiment le truc excellent. Ça avant, ça aurait pas été possible et même il y a plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé, tu vois? Et c'est Oui, là c'est c'est sûr. là où c'est fort. C'est là où c'est très, très fort. Donc voilà, principalement les usages là et sinon avatar client, truc tout simple, mais là j'ai un prompt pour faire mon avatar client et tout. Mec, il me sort des rapports, de 35 pages. Sur mon avatar client, mais mec, délire, genre vraiment délire. Genre vraiment, genre j'aurais eu ça à l'époque pour me lancer, mais incroyable. Là, Pépite. Ouais. tu as des objections, des trucs qui te reviennent et tout. Donc si tu couples ça en plus à de la data terrain, et que tu fais les 2 pour refaire ton avatar client, tu vois? Bah, c'est incroyable.
Moi, avant, mec, je me cassais la tête, enfin, je pense que toi aussi, mais je me cassais la tête pour l'avatar client, tu vois? C'était un Ouais, truc clairement. Même à la fin, tu le bâclais un petit peu, tu dis: «Ah exactement. bon, allez, j'ai commencé, j'ai 50, on va commencer le taf et on viendra l'améliorer, au fur et à mesure». Exactement et tu te dis: «Je vais l'améliorer au fur et à mesure», puis au final, tu y reviens pas, machin, truc bidule. Là, tu vois, en plus de ça, du coup, moi, maintenant, je l'ai structuré dans un rapport complet, mon avatar client sur mes offres. J'ai un rapport complet avec tout, et tu vois, bah, je peux envoyer ça à l'IA pour qu'il l'analyse avant qu'il rédige, par exemple, des emails. Donc c'est bien, bien plus intéressant Ouais. derrière pour avoir des choses, qui sont pertinentes. Voilà. De manière, en prenant plus de hauteur, on va dire, on dit que le football a changé. Est-ce que le marketing aussi? Est-ce que tu penses que toi, depuis que tu as commencé, le marketing de manière globale a changé? Putain, là, tu me poses une colle. En vrai, je vais te répondre, je sais plus, ce que c'est exactement l'expression pour répondre à ça, mais je vais te répondre oui et non, tu vois? Comme ça, je mets pas de je me Donne ta positionne version des choses. Moi, je suis toujours curieux de savoir ce que pensent les gens. je pense que la majorité des gens croient que le marketing a changé, mais que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est de la psychologie humaine. C'est comprendre les besoins des gens que tu as en face et ça changera jamais. Donc pour moi, là-dessus, le marketing, il a pas changé. Les biais psychologiques, c'est toujours les mêmes. Les besoins des gens, c'est toujours les mêmes. Ça n'a enfin, toujours les mêmes, qui ont évolué avec le temps, mais tu vois? En fait, la connaissance avatar client reste primordiale. C'est pas parce que, bah, typiquement, il y a des outils d'intelligence artificielle et tout qui se sont créés que du coup, on peut, shorter ce truc-là et créer un business sans connaître à qui on vend. Sans passer du temps à vendre à des gens et cetera. Parce que la vraie data, c'est les clients qui sont en face de toi, enfin ou les prospects. C'est pas ce que tu as imaginé sur un cloud ou un truc du genre. Donc dans le fond du marketing, il a pas changé. Par contre, l'exécution a peut-être un petit peu changé. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu peux aller beaucoup plus vite et je pense que tu peux produire des choses, tu vois, à l'époque, faire une belle page de vente, c'était une galère de fou, faire du funnel building et cetera, c'était vraiment, vraiment une galère. Là, aujourd'hui, alors moi, je l'ai pas fait, mais je le vois parce que je vois des gens qui sont capables de faire des choses avec ça aujourd'hui, avec l'IA typiquement, où bah, là, aujourd'hui, tu peux faire un truc qui est beau, visuellement, enfin qui est ultra propre, très rapidement et tu vois, avant le marketing, sur les pages, sur des pages de sites web un peu éclatées au sol, tu as 2-3 photos, juste du texte et tout, des trucs vraiment tout moches. Peut-être que ça fonctionne encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça donne quand même pas confiance. Alors à l'époque d'internet, des débuts d'internet, bah, les gens pouvaient acheter là-dessus parce que c'était comme ça internet. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment devenu, enfin c'est plus possible. Aujourd'hui, il te faut une image qui soit quand même carrée et même si tu es pas le meilleur designer de la terre, bah, aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent quand même de faire des designs qui sont carrés et faut pas oublier que le design, à mon sens, de plus en plus d'importance dans le business parce qu'il donne confiance aux gens et faut pas le Mmh. sous-estimer ça. Ouais, avant, on disait, c'est le copy, qui Exactement, qui performe, au fond, mais enfin, à la forme plutôt. Mais en vrai, aujourd'hui, tu as besoin des 2 quoi. ouais, de Moi, je fou. pense que c'est là aussi l'évolution, en tout cas sur le marché infoprenariat. C'est ma croyance à moi et peut-être que je me trompe aussi. Mais effectivement, les fondamentaux sont les mêmes. Là où il y a peut-être plus de friction, c'est au niveau de la maturité de certains marchés. Effectivement, en 2020, comme tu disais, mais moi aussi je suis tombé dedans, hein, de d'être millionnaire, en 30 jours sur son canapé, avoir des gens qui ont acheté tellement de formations, tellement d'accompagnement et je mettrais aussi tellement de déception. Il y avait tellement d'espoir à atteindre ces résultats-là que, finalement tu les as pas obtenus. Du coup, le marché est peut-être plus, tendu, beaucoup plus de friction à l'achat et comme tu disais, le marketing bourrin, je pense que ça continuera à marcher, mais dans certains secteurs et je pense qu'effectivement Exactement. le tien, tu es obligé de t'adapter et tu as vu, je pense, ton marketing a dû évoluer entre, il y a 3 ans et aujourd'hui. Ben, tu vois, j'ai envie de te dire oui et non, parce que justement, je pense qu'on a toujours respecté ces fondamentaux, qu'on est toujours resté éthique avec nous-mêmes et qu'on n'a jamais utilisé des techniques de vente agressive ou des trucs qui nous ressemblaient pas, tu vois. Je pense que OK. là où ça a changé, évidemment, c'est dans la nécessité d'avoir des trucs peut-être un peu plus léchés, d'un point de vue visuel, on va dire. Euh, dans le discours, je pense que c'est de plus en plus important aussi de ne plus être uniquement sur les promesses. Les gens aujourd'hui c'est vrai qu'au final le marketing a changé, tu as raison. Non mais les gens aujourd'hui, ils achètent plus pour une promesse.
Tu vois? Là où à l'époque, c'était vraiment la promesse qui faisait le jeu, là aujourd'hui, il y a vraiment un gros besoin de différenciation. Différent des gens et cette différenciation, je pense pas qu'elle se joue dans l'offre, je pense qu'elle se joue dans la personnalité de la personne qui crée. Que c'est de plus en plus important, surtout à une ère de l'intelligence artificielle, d'oser exprimer ses idées, d'oser exprimer sa vision du monde pour être, clivant vraiment, mais on le répète depuis toujours, mais en fait ça se trouve ça a toujours été le cas quand même, d'être clivant. Attire à toi des gens qui te ressemblent et repousse les gens qui t'aiment pas. C'est le Mmh. moyen le plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, justement, à l'ère de l'intelligence artificielle, ils vont avoir besoin de plus en plus d'avoir des gens qui partagent ce qu'ils pensent et réellement. Parce qu'aujourd'hui, créer du contenu, c'est plus un frein. Aujourd'hui, tu peux créer 30 carousels en une journée, tu vois? Et si tu veux poster 30 fois par jour, c'est possible. Mais les non, mais en vrai, c'est vrai. Je pense que des mecs un peu acharnés, ils peuvent faire ça. C'est typiquement les promesses que je vois passer en ce moment, hein. Bah, ouais. Pour avoir plus de visités, poste 10 fois par jour. Ouais, bah, je pense qu'on a vu les mêmes vidéos du coup, on dira pas son nom, sinon on va avoir des vidéos réact sur notre gueule, mais en vrai, il verra jamais Sale ce pute. podcast. Je sais Mais pas, oui, hein. c'est la promesse un petit peu de tout le monde. Mais OK, c'est bien de faire du volume. Mais mec, moi je connais aussi des gens qui ont des business, ils postent 3 fois par semaine et qui font des millions et qui enculent tout le monde. Parce que les gens, ils achètent pas parce qu'ils voient plus de contenu. Les gens, ils achètent parce qu'ils ont confiance en toi et c'est pas en leur donnant plus de contenu. C'est d'autres choses qui sont là. C'est qu'ils t'aiment Mmh. toi, ils aiment ta façon de penser et cetera. Moi, l'autre jour, tu vois, je me suis surpris moi-même, j'ai découvert un mec, je trouvais ça incroyable, j'ai acheté dans la journée. Voilà. Mais parce que, tu vois, le mec, j'ai capté direct sa valeur et voilà et le mec, il poste pas 30 000 fois par jour. Juste, j'ai capté ce qu'il voulait dire, j'ai capté son message, j'ai capté sa façon de voir les choses et je me suis dit: «OK, lui, il va m'apporter quelque chose» et je pense que c'est important de capter ça. De de remettre l'humain, au centre du village, on va dire. Voilà, ça sera mon expression. D'accord, je suis d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et aussi à Training Therapy là, sur les mois qui vont arriver ou les années qui viennent? Bah, plein de belles choses. J'ai juste envie de dire, nous, on va continuer de faire le taf de toute manière. On a une équipe qui est incroyable. On a des gens, qui sont, dévoués à cette mission. Moi, tu vois, je trouve que vraiment on a mené à un projet, à bien, depuis quelques années et ça continue de bien se développer. Donc juste que ça continue de se développer. Encore plus de projets, encore plus de gens aidés, parce que, tu vois, ça, c'est un truc, aujourd'hui, typiquement, on en a pas parlé, mais nous, on aimerait accompagner encore plus de sportifs. En tout cas, moi, à titre personnel, des sportifs blessés, qui souffrent et qui peuvent pas pratiquer, bah, ça m'attriste quand je sais qu'il y a des solutions toutes simples pour ça. Mais qu'en fait, s'ils suivent juste le bon programme, ils vont pouvoir guérir de leur douleur. Donc, tu vois, voilà, continuer d'avoir encore plus de visibilité, de pouvoir encore plus changer les choses dans le milieu, du sport et de la santé. Et puis, voilà, à titre perso, j'ai envie de dire, être heureux et de continuer à kiffer ma vie. Et de faire, le 400 mètres en moins d'une minute du coup? Et Enfin faire moins le 400 40, mètres et 49 en moins secondes. de battre mon record en effet, ça j'aimerais bien. Ouais, je t'ai vu J'espère courir là. avant mes 30 ans pouvoir faire 48. En dessous de 49, tu vois? Mais bon, il me reste 1 an. Incroyable, bah, c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. Je finirai par Merci. une petite question parce qu'au final on aurait pu parler pendant des heures, mais petite question, enfin allez C'est peut-être bien 2 parce que questions. les amis, je vous dis un truc avant l'épisode. Tom, il m'a dit: «D'habitude, mes épisodes, c'est 45 minutes, mais je pense qu'on va partir sur un format un peu plus court. Là, on va partir sur 30 minutes» et je vois le compteur, ça fait 1h14. J'ai pas vu le temps passer pour le coup, franchement c'était cool et j'avais rien préparé, tu vois? Et là je sors de ma zone de confort qui normalement tout doit être cadré. Je me suis dit: «Allez, avec Antoine je vais lâcher prise, on verra, où ça nous mène» et au final là je me dis: «Putain 1h15, il faut qu'on va devoir couper parce qu'on a d'autres obligations derrière». Voilà, petite dernière question ou l'avant-dernière en tout cas, c'est, je veux que tu sois honnête sur cette question. Du coup, je mets un petit peu de teasing pour que ça te mette un petit peu en pression, mais si tu devais choisir, entre Thomas et Simon, ce serait qui ton préféré? La question de Tarba, tu sais? Mais mec, je peux pas répondre en vrai, ça se fait archi pas. Bah, alors avec qui du coup, tu disais Thomas, c'est pour la création de contenu, vous échangez beaucoup et Simon, ça va être plus sur quoi du coup, sur lequel vous travaillez? Simon, ça va plus être la partie relou d'un business. La partie, tout ce qui va toucher à l'organisation, la partie juridique, bien structurer les projets et cetera.
Tu vois, le genre de truc en général t'aimes pas, dont t'aimes pas t'occuper. Heu et bah, lui, il kiffe, mais parce que lui, il a ce besoin de structure, qui est hyper, hyper important et ça, c'est très, très appréciable quand même. En fait, tu sais que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter, qui va bien te structurer les choses et qui va anticiper un petit peu potentiellement, des choses qui vont arriver. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très agréable. Du coup, vous êtes tous complémentaires. On est tous complémentaires, exactement et pour moi, c'est ce qui fait une équipe. C'est-à-dire que si tu es uniquement avec des gens qui te ressemblent, et qui ont les mêmes compétences que toi, ça peut pas avancer. Parce qu'à un moment, vous allez vous tirer dans les pattes et tu vois, ça, c'est vraiment un truc que moi, je suis super content par rapport à tout ça. C'est que j'ai trouvé des gens qui ont des compétences complémentaires aux miennes et tout simplement, ça fonctionne comme ça. Ce qui ne veut pas dire que du coup, des fois, tu as pas des désaccords et des conflits. Parce que comme tout, tu as chacun ta vision des choses et tu vois, bah, du coup, chacun n'a pas les compétences de l'autre. Du coup, chacun, des fois, ne peut ne pas comprendre ce que fait l'autre ou pourquoi l'autre, veut que ça soit comme ça et pas comme ci, pas comme ci, pas comme ci. Mais c'est là où il faut, je pense, être très, très intelligent et prendre beaucoup de recul sur la situation et se demander: «OK, pourquoi lui, il pense comme ça? Pourquoi moi, je pense comme ça? Et comment on fait pour construire ensemble?» C'est comme ça que ça fonctionne ça et que ça devrait fonctionner à mon sens en tant qu'humain. Parce qu'il y a pas un tel qui a raison, un tel qui a raison. Tout le monde a raison. C'est juste selon sa perception des choses. Maintenant, comment tu fais pour créer un truc qui est commun et qui permet à tout le monde d'avancer dans la bonne direction? Voilà, Le petit mot de la fin, le petit message, philosophique de la fin. magnifique. Est-ce que tu as un dernier truc, à partager, un truc dont on n'a pas du tout, bah, partagé non plus et qui te tient à cœur de le donner aujourd'hui? Non, j'ai juste envie de dire, qu'il y a pas de tu vois, il y a pas de modèle de réussite. Tout le monde peut réussir à sa manière. Et je sais que je sais pas du coup sur ton podcast si tu as beaucoup d'entrepreneurs ou plus des marketeurs qui écoutent, tu vois? Quel type de gens écoutent ça? Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a plein de chemins possibles. Trouve juste ton chemin à toi. Ça paraît hyper bateau dit comme ça, mais c'est pas parce qu'un tel a monté un business comme ça qu'il faut faire comme lui. C'est pas parce qu'un tel, a tout processisé qu'il faut faire comme lui. En fait, il y a différentes manières de réussir et je pense que la chose la plus importante à savoir, c'est qui tu es toi. Ça fait très discours dev perso, pourtant je suis pas très, très dev perso, mais qui tu toi et qu'est-ce que tu toi? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est ça qui doit tout driver, c'est tout. Le reste, c'est que des détails. Moi, tu vois, le truc le plus important pour moi dans ma vie, c'est la liberté, passer du temps avec les gens que j'aime, et me fixer des objectifs et tu vois, tout faire en sorte pour les atteindre. À partir du moment où je fais ça, je suis heureux. Mais, pour toi, Tom, ça sera peut-être pas la même chose. Et moi, Antoine, dans 10 ans, ça sera peut-être pas la même chose, ça sera peut-être plus ça mes priorités Ouais, il faut dire que ça et évolue. exactement et en fait, c'est pas figé dans le temps. Mais du coup, c'est important de toujours être aligné avec ça parce que c'est ça qui te permet d'avancer et d'être heureux dans ce que tu fais, tu vois? Et c'est pas parce que vraiment, encore une fois, il y a un tel qui a une vision des choses, un tel qui a une vision des choses et que tu admires. Tu peux admirer une personne, tu vois, pour plein de valeurs qu'elle a et pour autant ne pas être d'accord avec certains sujets ou pas être d'accord avec sa vision business ou pas être d'accord avec, enfin plein de choses. Ça veut pas dire que toi, tu es mauvais et que lui, elle est bonne. Non, ça veut juste dire que vous avez une vision différente et ça, je pense que c'est le plus dur aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais dire ça à la fin de ce podcast. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on a tendance à idéaliser un petit peu tout le monde, idéaliser des vies, de tout le monde et des manières de fonctionner de tout le monde et parfois on se perd un petit peu là-dedans, alors qu'au final, il faut juste être soi. Trop bien, trop, trop, trop bien. En tout cas, merci à toi pour, tout ce partage. C'était cool. Bien kiffé moi en tout cas, Je peux te poser une question, moi? si tu veux. Si elle est pas piégeuse, vas-y. Qu'est-ce que tu Allez, vas-y, je vais te faire un truc que notre ami PB Poncelin adore faire. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Tu sais qu'il m'a posé une question, tu sais, j'avais fait une boîte à questions là. Ouais, Il a répondu, tu sais la question qu'il a posée c'était: «Comment fait-il pour être si beau gosse?» Enfin on attire vraiment qui on est, hein. putain, je l'adore. Très, Qu'est-ce très que bon je gars. retiens? Beh, C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés en plus, donc de ouf. Donc mmh. gros, encore un petit big up. J'aime bien lâcher des petits big up, ça fait vraiment, boomer mais ouais, ça franchement c'est une très belle rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange? Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je mettrais en avant,
le fait d'avoir trouvé, tu vois, l'équilibre et le fait de pouvoir, en fait, travailler dans un environnement qui te fait kiffer tous les jours. Toi, là, je passe plus sur la partie marketing, mais aussi humain. Hem, Méga important et je sais que ça peut fluctuer dans le temps. Moi, en tant que position de CMO, je suis amené, du coup, à naviguer parfois entre plusieurs clients et je peux voir aussi des contraintes, par rapport à ça, même s'il y a aussi plein d'avantages. Hem, mais ouais, je pense qu'on en revient toujours à la base et du coup, à la conclusion que tu as fait du podcast, c'est, trouver ouais, l'équilibre et d'être bien soi-même, tu vois? Je pense que c'est méga important et pareil, j'avais lâché certaines choses que je suis en train de reprendre. Le sport qui était aussi, très important pour moi, je vais aussi le remettre, sur le devant de la scène et en fait, tout ça, effectivement, c'est complémentaire et c'est ce qui permettra d'être, bah, le plus heureux et de pouvoir consacrer du temps libre sur des choses qu'on aime, quoi et en fait, peu importe, entre guillemets «l'argent que tu gagnes», c'est qu'un véhicule, même si bien évidemment, tu en veux toujours plus, surtout en tant que marketeur. Mais tu sais, c'est intéressant, je rebondis une dernière fois là-dessus et après promis on arrête cet épisode, mais en fait la vie elle fait que d'évoluer et en fait la personne que tu es, un moment, est-ce que tu aspires un moment, est-ce que tu as envie un moment, bah, peut-être que dans 6 mois ça sera plus la même chose et dans un an ça sera plus la même chose et tu vois, tu disais, là tu reprends des choses que tu avais abandonnées, mais en fait c'est ça la vie et genre faut arrêter de se prendre la tête des fois avec des trucs et tout. Genre, fais ce que tu as envie quoi. Fais ce Des que fois, tu as tu mets envie. 6 mois à cogiter là, alors que ça aurait pu être fait, direct. Et je dis ça en étant exactement pareil, tu vois? Moi aussi, ça fait des mois, il y a des trucs qui me vont pas, tu vois, actuellement. Ça fait des mois que je cogite, mais en vrai, vas-y, on continue d'avancer, on fait des trucs, fais-toi kiffer, c'est important et puis, voilà, ensuite, ça va évoluer. Il y a aucun souci, en fait. Franchement, Bon, voilà, ça sera vraiment le mot de la fin. On mettra en description, pour ceux qui voudraient effectivement, apprendre à te découvrir plus, même si bon, tu postes pas trop. En tout cas, tu regardes les stories poste et rien au pire et je poste rien, mais en vrai, s'il y a des gens qui ont envie de discuter, des gens, à qui mon discours a résonné ou tu vois, qui auraient potentiellement même envie de travailler avec moi, bah, hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur Instagram, on en discute et puis voilà, c'est avec grand, grand plaisir. Dans yes tous les cas, moi j'adore discuter, tu vois bien là, on est à 1h22, on coupe, c'est le dernier mot de la fin et je suis encore en train de discuter. Moi j'adore parler avec les gens. et encore, il y avait encore plein de sujets que je voulais aborder, mais je pense que ça fera, du coup, un épisode 2. Donc on se Avec préparera. plaisir, avec plaisir. Merci Trop beaucoup bien. Tom, pour Merci l'invitation. à toi, Antoine, en tout cas. Allez, je te souhaite le meilleur. Bye bye. Salut.